Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF et je vous présente tout de suite les participants. Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Toujours éditeur. Toujours éditeur. Florence toujours Mercadé. très bon livre. Florence Mercadé, bonjour. Toujours avocate. Toujours avocate. Et on va parler d'ailleurs d'un avocat qui fait parler de lui tout à l'heure. Vous nous donnerez votre sentiment de confrère. Bien sûr. sur Et sur ses admiratrice. prestations. Ah oui. Et admirative peut-être. Si, Anne-Charlotte sûrement. Bézina, bonjour. Bonjour, toujours Patrice. enseignante de droit Toujours. constitutionnel, Maître de conférence. notamment à Sciences Po et à l'Université de Rouen. Et Mustapha Larbaoui, bonjour, toujours pharmacien, Correct. Trappes, toujours président d'honneur du Football Club de Trappes, Correct. correct, et créateur d'une école qui s'appelle l'École de commerce de Trappes. Voilà, enfin, c'est dans le cadre de l'association Pharma Citoyen. Voilà, parce que vous êtes Citoyen. aussi président de Pharma Citoyen. Voilà, donc Pharma Citoyen a fait beaucoup d'actions sur la ville de Trappes en particulier. Et on a décidé de créer donc cette école de commerce de Trappes qui s'adresse à des étudiants de 18 à 25 ans. Après avoir créé l'académie, dont on a beaucoup parlé ici. L'académie, s'adresse- parce que les gens qui se souviennent pas. L'académie qui s'adresse donc à des enfants de CM2. Tous les enfants. Et c'est pour du renfort en maths français. C'est ça. Donc voilà, donc le principe c'est d'aller les chercher à l'école en bus, leur payer le goûter et puis donc de faire des maths et du français et d'enchaîner ensuite sur le foot puisqu'il s'agit d'une classe de football donc du club de foot de Trappes. Du club de foot. Voilà. Alors là, c'est un peu L'idée- différent. Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, moi, j'aimerais bien pouvoir faire tous les âges, l'enseignement étant particulièrement important à mes yeux, et donc, on n'est qu'associatif. Donc, on s'est demandé où est-ce qu'on pouvait agir de nouveau. Donc, du coup, on a fait les CM2 et le post-bac, donc 18-25 ans. Voilà, c'est. Donc là, c'est pour les 18-25 Et en même ans. temps- Et en même temps, c'est aussi pour dire, parce que je suis très identifié sur le foot, c'est aussi pour dire qu'il Il n'y a pas foot que le foot. dans la vie. Voilà, clairement. Il y a aussi le commerce. Il y a aussi le management. Parce que Il y a aussi vous, le management vous avez les deux d'entreprise. casquettes, en fait. Vous avez le foot et le commerce avec Voilà. les pharmacies. Donc, mais à qui ça s'adresse alors? Alors, comme je vous l'ai dit, ça s'adresse à des jeunes de 18 Oui, à 25 ans. mais c'est des gens qui ont des le bac- diplômes, qui ont des pour quoi préciser, ouais, qui ont donc le bac ou le niveau bac. Et ça s'adresse donc à des jeunes qui ne vont pas pouvoir accéder d'une part à des écoles plus prestigieuses d'écoles de commerce. Hein. Oui, s'ils on sont n'a à pas la HEC, c'est pas prétention. la peine qu'ils viennent là, quoi. Mais Ou après, parce qu'ils auront des choses à apprendre. donc c'est ça. Non, mais on prend des gens qui n'ont pas forcément des diplômes, Voilà. ou qui ont juste le bac. Voilà, donc le bac, niveau bac et plus, parce qu'il Et plus, y a des sinon, bacs, il y a des bien bacs sûr. plus 2, bac plus 3 maintenant. En fait, l'idée, c'est d'aller directement chercher les facteurs clés de succès qui permettent de rentrer dans l'entreprise ou d'y être D'accord. mieux adapté. C'est un peu l'idée de transmettre les codes de l'entreprise, comme il peut y avoir les codes dans différentes matières, différents milieux. Il y a des codes chez les journalistes, il y a des codes dans les banlieues, il y a des codes un peu partout dans ces groupes constitués. Et dans l'entreprise a également ces façons d'être, ces façons de se comporter. Et puis, voilà, il y a des mots, il y a des attitudes qui fait que l'entreprise est plus adaptée ou plus proche. Il y a un enseignement concret, c'est ça. Alors, concrètement, ce sont des profs qui viennent que de l'entreprise, donc il n'y a pas de cours magistraux. Ce sont des gens qui appartiennent à la société civile d'une part, mais en même temps à l'entreprise surtout, et qui viennent donner leur expérience. Donc le CV pour moi compte beaucoup. Comment on en est arrivé là depuis le plus jeune âge, parce qu'ils sont concernés aussi par un jeune âge, ils le sont encore, et c'est le parcours qui m'intéresse. Ensuite, expliquer différents métiers, parce que chaque professeur est choisi dans un secteur d'activité différent. Donc on aura différents secteurs d'activité, ils viendront parler de leur métier, de leur profession, et en même temps de ce qu'ils font au quotidien. Donc c'est vraiment très pratique, c'est vraiment basé sur l'expérience. Et enfin, pour finir, Patrice, il y a une notion de tutorat également, c'est-à-dire que ceux qui vont venir à l'école, on va les accompagner également dans les recherches de stage, d'emploi. Et puis, l'idée, c'est un peu le slow dating. C'est-à-dire que plutôt que de les faire rencontrer des chefs d'entreprise de façon extrêmement rapide, là, pour le coup, on va prendre le temps avec cette classe qui s'adresse à une vingtaine de jeunes, pas plus.
ça sert à rien. Et une vingtaine par Ouais. promotion. Ouais, c'est ça. Et Une vingtaine. la durée des études, c'est quoi? Alors, on a commencé, parce qu'il fallait lancer cette école, j'ai pour principe et pour habitude de commencer toujours très doucement. Et là, on a voulu commencer en janvier pour un petit peu amorcer cette première classe. Donc ça va se terminer fin juin. Et puis ça reprendra l'an prochain, dès octobre, pour une saison complète cette fois-ci. Mais ça veut dire que la scolarité, c'est quoi? C'est 1 an, c'est 6 mois, c'est Mais plusieurs années? Ce sera 1 an, puisque a D'accord. priori on commencerait donc cette fois-ci en c'est un an de octobre formation, d'accord. jusqu'en juin. D'accord. Alors ça commence par une première classe qui serait vraiment basée que sur l'expérience des intervenants. Encore une fois, parler des métiers, parler de la profession et de leur expérience. Et puis là-dessus viendront s'ajouter tous les cours importants donc de l'entreprise. On aura besoin probablement de connaître le droit constitutionnel, parce que c'est important d'élargir le spectre des connaissances. C'est le commerce en particulier, mais voilà, on commerce de tout, on vend tout, et tout se vend. Et donc, ce qui serait droit important, social, ce qui serait important, c'est de connaître encore une fois tous les corps de métier. Et voilà, donc le droit est bien évidemment important. L'environnement politique, c'est important. Donc il y aura des cours de gestion évidemment, de finance, de communication, de marketing. Moi, je viendrai tout simplement parler de mon expérience. D'accord. Mais pas de cours, non. Je laisse ça donc aux pros. D'accord. Donc on peut se renseigner, sur cette école. Oui, donc ça s'appelle l'école de commerce de Trappes. Le lien, donc pharmacitoyen, Pharmacitoyen, d'accord. Tout attaché, pharmacitoyen@orange.fr. Merci de me donner ce temps d'antenne pour en parler, Patrice. C'est un site, Pharmacitoyen? Non, D'accord. non, on a juste une page Facebook où on communique à minima, c'est vrai que c'est juste pour donner des informations, mais on n'a pas cette prétention à vouloir communiquer au-delà. On est vraiment très centré sur les actions sur Trappes. J'insiste pour le dire comme ça. J'ai pas la prétention d'en faire quelque chose de plus large. National, donc c'est vraiment sur Trappes. Donc et ça commence maintenant à. Mais si on habite en dehors de Trappes, on peut postuler quand même. Bien sûr. C'est pas exclusivement pour les trappistes. Sauf qu'il y a 20 places. Et que ça se remplit très vite. Et c'est payant. Mais ça ne peut pas être exclusif par définition. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même orienté sur la population, sur le public de Trappes. C'est un peu pour ça que je l'ai fait. Je pense que il y a d'autres classes qui existent par ailleurs, d'autres façons de procéder par ailleurs, auxquelles, par définition, ils n'y ont pas accès. C'était ça l'idée. La scolarité est payante ou? Non, absolument pas. Non, c'est gratuit. Non, mais donc il y a une sélection, il faut que vous sélectionnez 20. C'est une condition de candidature en particulier ou pas? Du coup, aide de Trappes. C'est vrai, la condition, c'est avoir entre 18 et 25 ans, niveau bac. Et puis, on rencontre le club de foot de Trappes. C'est en partie de la famille. Faire ses courses à Trappes, dans les pharmacies. Dans les pharmacies. Et donc, voilà, donc on rencontre les candidats. Et ce qu'on recherche, c'est vraiment, c'est vraiment l'engagement du jeune, la motivation, et voilà, franchement, c'est tout. Parce que j'ai jamais été trop regardant dans ma vie professionnelle sur les CV, techniquement, mais j'ai besoin d'aller rechercher les gens au-delà. Oui, qui ont envie. Donc c'est plus ça. Il faut qu'ils aient un projet quand même, non? Et c'est pas simple. Et c'est pas ça. Non. Oui, d'avoir des gens qui ont un projet quand même pour venir vraiment dans la niaque, qui est l'envie. Le projet, c'est ils ont tous des projets personnels, mais voilà, c'est surtout pour démythifier, parce que à Trappes, pour bien connaître cette jeunesse, pour l'avoir connue et pour être avec elle très très régulièrement, club de foot en particulier, mais c'est vrai qu'on mythifie beaucoup de choses. On se fait une image de l'entreprise, on se fait une image de ces écoles. Il y a peut-être même un complexe. Oui, c'est ça. Et donc, on n'ose pas. Là, il faut oser, sachant que si on pouvait les emmener par ce tremplin à d'autres écoles de commerce, en tous les cas, à sentir qu'on peut continuer ses études bien après, ou le bac, ou avoir eu des diplômes. Et en même temps, c'est toujours pareil. On fait des choses, c'est souvent sa propre histoire. Des jeunes, voilà, Moi, j'ai repris mes études à 25 ans. Voilà, donc
on peut les reprendre même tard. Le mieux, c'est de ne pas les abandonner. Et c'est essayer de comprendre pourquoi justement il y a eu cet abandon ou ces échecs et comment on peut rebondir. Il y a des écoles, par exemple celle de la deuxième chance, qui sont un peu sur le même créneau, mais sur d'autres secteurs d'activité. C'est un peu cette idée. Voilà. Alors il y a quelqu'un que vous pouvez faire venir maintenant, comme peut-être pour raconter, c'est Thierry Henry. Il a un peu de temps. Et il a peut-être des choses à raconter sur le management, sur comment on réussit ou on ne réussit pas avec un groupe. Est-ce qu'on n'est pas un peu jeune pour avoir un groupe en difficulté? Enfin, c'est vrai que il vient d'être licencié, on rappelle, du club de Monaco. Il était arrivé il y a 3 mois, il va être remplacé par Leonardo Jardim, à qui il avait succédé, qui vient de re-signer un contrat, etc. C'est quand même... Non, c'est vrai, au niveau management, c'est intéressant. Ben oui, c'est curieux, parce que d'abord, tout le monde va dire qu'effectivement, il suffit pas de bien jouer pour être un bon manager, etc. Je crois que... Et là, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que après, il n'a pas non plus une équipe qui est absolument extraordinaire. Alors, vous allez me dire, ils ont recruté des très bons joueurs, mais une équipe de foot, enfin, Mustapha, c'est très bien, c'est pas juste une accumulation de très bons joueurs, sinon ça se saurait. Vous avez raison, mais l'équipe de France, à chaque fois que ce soit Aimé Jacquet ou Deschamps ont bien montré que c'est une équipe, c'est pas forcément les meilleurs joueurs, c'est un agglomérat de bons joueurs. Il y a 2 choses qui sont intéressantes, c'est que est-ce que justement ces très grands joueurs, comme il a été, comme les Deschamps, comme il a été Blanc, etc., ils sont aptes à entraîner des équipes qui sont en difficulté, ou est-ce qu'ils sont plutôt aptes à entraîner des autres très grands joueurs? Je pense qu'ils sont meilleurs quand ils ont des très bons joueurs avec eux. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que c'était son premier club comme entraîneur. Et quand vous êtes dans le dur, il faut peut-être avoir un peu d'expérience. Oui, mais vous avez raison. Moi, je suis par exemple persuadé que Zidane, à la place de Thierry Henry, aurait fait le même palmarès. C'est pareil. Mais le Real de Madrid, il peut Thierry Henry au Real, il aurait peut-être fait des merveilles. Absolument. Donc voilà, c'est 2 trucs différents. Il y a des vieux entraîneurs français là qui sont habitués au dur, là, machin. Il faut on va y aller tous ensemble, etc. Non, mais comme le dit Jean-Charles, c'est vrai que c'est une entreprise, on y revient, et cette fois-ci j'ai mis des guillemets, mais c'est vrai que ça ne fonctionne pas uniquement parce qu'on va avoir les meilleurs joueurs. Il y a d'autres équipes qui l'ont prouvé. Par contre, il y a d'autres équipes qui ont prouvé l'inverse, puisque quand on agrège les meilleurs au PSG, par exemple, ça fait quand même quelques performances. En même temps, Thierry Henry... Oui, mais c'est compliqué de trouver un jeu d'équipe, d'ailleurs, c'est tout le problème. Moi, la seule question que je me pose, c'est est-ce qu'il a été tout simplement accepté par ses joueurs? C'est-à-dire que c'est même plus une qualité de joueur. Est-ce qu'il a été accepté réellement, ou est-ce qu'il n'y a pas eu un front anti-Henry? Je ne sais pas. Et pour le coup, ce qui me laisse à penser qu'on n'est pas loin de cette... Au moins, on peut se poser la question, c'est qu'ils ont rappelé son prédécesseur. Donc... Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose de frontal? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui fait que ça n'a pas fonctionné avec les joueurs? En tout cas, ce qui est sympa pour lui, c'est qu'il est écarté, mais pas renvoyé. Donc il a toujours son salaire, et même on lui loue encore 2,5 millions d'euros. C'est-à-dire que après c'est un problème d'argent souvent, parce que c'est quand même assez sympathique. Oui, mais de toute façon, ils n'ont pas le choix. T'as beaucoup de gens qui perdent leur boulot, qui perdent effectivement leur salaire très vite. S'ils le licencient, ils sont obligés de lui payer au moins son contrat jusqu'au bout. Donc c'est pas plus. C'est bien, on est content pour lui. De toute façon, c'est pas une question d'argent, parce qu'il n'a pas besoin d'argent, je crois, beaucoup. Enfin, non, c'est pas pour ça qu'il le fait. C'est pas pour ça qu'il le fait, mais et puis oui, c'est pas, il est pas, non, je veux dire, il est pas à plaindre financièrement, quoi. Faut pas exagérer non plus. C'est pas pour ça qu'il le fait. C'est pas pour l'argent. Non, vraiment. Non, c'est pas pour l'argent. Je crois pas que ça soit pour ça. C'est comme Carlos, il a jamais rien fait pour l'argent. Carlos Ghosn. Jamais rien, lui, c'est pour l'amour de l'art et de la peinture. Non, mais c'est pas la motivation principale. On peut avoir cet appétit pour l'argent, on peut effectivement vouloir en stocker de plus en plus, mais je pense pas que ce soit la motivation première. En tous les cas, je parle pour Thierry Henry. Interland, quel est le statut de Monaco donc C'est une monarchie constitutionnelle, disons-le. Moi, je suis très incompétente en matière footballistique, même si j'admire cette photo de Thierry Henry qui a l'air d'y croire. Peut-être le parallèle et la transition qu'on peut faire avec ce qu'on va dire ensuite de l'état de la France, c'est cette question du management d'un groupe qui, pour moi, est la même chose quand on prend le président de la République ou celui qui va diriger
diriger l'ensemble des Français. Est-ce qu'il faut s'en référer au groupe et est-ce que finalement c'est la qualité du groupe qui compte ou est-ce que c'est la qualité du leader qui va influencer le groupe et le rendre de meilleure qualité? Je crois que c'est une question à laquelle on ne peut pas forcément répondre. Voir l'autorité, savoir quelle figure on emprunte, est-ce qu'il faut Deschamps, faire confiance par exemple, c'était carrément la qualité du groupe est plus importante que la qualité des individualités. Oui. Il a raison. Là, et ça marche. Là, pour le coup, il a raison. C'est Jacquet aussi. Bon, on va peut-être parler d'un avocat qui fait beaucoup parler de lui, c'est Maître Dupond-Moretti, qui monte sur scène. Est-ce que, dans le milieu des avocats, il va jouer sur scène une pièce, alors dans laquelle il raconte, qui est en rapport avec sa profession, parce qu'il raconte sa profession, il va raconter des affaires qu'il a plaidées. Est-ce que on en parle dans le milieu des avocats de ça, ou est-ce qu'on trouve ça normal? Est-ce que moi ça me choque pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que non, mais il n'y a pas le risque après quand vous plaidez? Alors lui, c'est un avocat pénaliste, un avocat d'assises, que les gens se disent, les jurés, je sais pas, oui, ils jouent la comédie, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de théâtre aussi, de toute façon, dans le procès, au moins dans le procès criminel? C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'un décorum, d'un décor, de théâtralité, d'une oralité qui est quand même, qui fait partie aussi de notre tradition historique française. Donc, à mon avis, le risque qu'il court, c'est celui de la pipolisation, un petit peu comme on a, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est déjà fait. Il n'a pas attendu le stand-up. D'une part, il n'a pas attendu, et puis il le revendique d'ailleurs. Il dit, oui, c'est vrai que j'aime bien être connu, et j'aime bien être. Voilà, alors ça le décrédibilise aux yeux de certains, mais au contraire, ça lui gagne de la popularité aux yeux d'autres aussi. Donc ça, c'est un pari à jouer. Si j'allais jouer au golf, personne ne dirait rien. Moi, ça m'amuse plus d'aller sur une scène de théâtre. Et donc, je suis assez jaloux de ma liberté. L'amusant, c'est que toutes les places sont. Ils jouent à guichet fermé chez la fin. Il a rajouté des dates. Il rajoute des dates. C'est extraordinaire. Alors, il fait la une de. Pourquoi on en parle? Parce qu'il fait la une de l'Obs en condamnant un siècle hyper moralisateur, ce qu'on appelle ou la bien-pensance ou le politiquement correct. Et alors, il analyse un certain nombre de thèmes, dont la société de la transparence, dont le fait que... Il y a un thème qui me semble assez intéressant, qui est le fait qu'aujourd'hui, pour être entendu, on ne peut pas avoir de position modérée. Il faut aller et du coup, on est très divisé. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui mangent la viande contre les spécistes, les chasseurs contre les non-chasseurs, les fumeurs contre les non-fumeurs. C'est vrai que chacun a son camp comme ça, chacun a sa communauté, son communautarisme, et je trouve que ça, c'est une idée qui est assez intéressante. C'est vrai. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Réponse oui. Pour résumer ma pensée, réponse oui. Moi, oui. Termine, bien sûr. Non, parce qu'il voulait préciser peut-être. Mais oui, précise ta pensée. Non, je voulais surtout dire que c'est d'autant plus accentué, ces communautés ou ce communautarisme, d'autant plus accentué par les fameux réseaux sociaux qui socialisent absolument pas, mais au contraire, mais qui font qu'on va rechercher que des gens qui pensent comme soi. Donc on va sur la communauté X, Y, Z et on ne recherche pas par définition quelque chose qui peut élargir j'ai presque envie de dire sa façon de penser ou chercher à comprendre un peu comment fonctionnent les autres, mais au contraire, comment moi je fonctionne en m'assurant, en étant rassuré, en allant chercher ce que pensent les autres. Mais en réalité, on recherche que ceux qui pensent comme soi. Je ne sais pas si c'était clair ce que je viens de dire, mais c'est plus ça qui m'interpelle que le côté moralisateur. Et en même temps, il y a aussi ce désir de communautarisme, c'est aussi une manière de se faire entendre. L'idée étant, plus on est nombreux, plus on se fait entendre, l'union fait la force, et donc on se communautarise et on se regroupe. Mais le problème, c'est que c'est uniquement sur un sujet, on va avoir la communauté des véganes. Voilà. C'est pas tant pour se faire entendre que pour se faire accepter, en tout cas pas se faire rejeter. Parce que je vois par exemple aux États-Unis, il y a des gens de chez Google qui ont porté plainte, je crois que c'est Google ou Facebook, contre leur entreprise en disant on n'était pas démocrate, on a osé dire qu'on était plutôt républicain et on a été
cassé dans notre progression parce qu'on était éjecté du groupe bien pensant. Il se trouve que dans notre société, il fallait être démocrate. Si on avait le malheur de dire on est républicain, on n'était pas, mais on était déclassé. Et c'est pareil en France, dans beaucoup de lieux, surtout dans beaucoup de médias, il y a une sorte de bien-pensance. Je rejoins tout à fait Dupond-Moretti. Si on n'est pas dans le cadre de tout ce que une certaine presse, une certaine intelligentsia évoque, et ben là, tout de suite, on est considéré comme soit un gros facho, un abruti, un déviant. Parce qu'on a l'impression aussi qu'il y a une libéralisation de la parole, une libéralisation d'idées que autrefois, il y a quelques années, les gens n'osaient pas soutenir, même d'une parole raciste, un peu, même des... On l'a entendu avec notamment les gilets jaunes. Vous allez me citer Zemmour, que tout le monde dit, oui, alors voilà, la parole est libérée parce qu'il y a, et la majorité des gens semblent détester Zemmour, enfin, en tout cas, la majorité des gens qui ont la parole et qui maîtrisent les médias, voilà, mais sinon, le public aime bien. Et voilà, donc... non, mais c'est vrai qu'il y a alors, il y a l'hypermoralisation peut-être, mais en même temps, il y a une libéralisation quand même. Enfin, il y a des choses qu'on n'osait pas dire il y a quelques années, qu'on dit volontiers aujourd'hui. C'est pas cette notion de transparence qu'on cherche chez tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, on veut savoir ce que tu penses. Ouais. Avant, les gens passaient sur les plateaux et on parlait de la langue de bois, donc on essayait d'enrober son propos dans quelque chose de plus général pour essayer d'avoir un maximum de gens qui adhèrent à votre propos. Et aujourd'hui, on est un peu plus poussé vers la transparence, cette idée selon laquelle on veut savoir ce que vous pensez. Et donc ça se libéralise d'une part, il y a de plus en plus de plateaux télé qui le permettent, c'est beaucoup plus facile, et en même temps, il y a quelque chose de sain, moi je trouve, c'est qu'on veut savoir ce que tu penses, on veut savoir ce que vous pensez. C'est pas forcément très intéressant. Ah bah, c'est ça le problème. Au moins c'est vrai. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai. Savoir, est-ce que c'est très important de savoir ce que pensent les gens, est-ce que c'est très important de donner son opinion. On en reparlera tout à l'heure sur les gilets jaunes, parce que c'est un peu les gilets jaunes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut aussi dire ce qu'on pense, et on veut le dire différemment de ce qui est dit sur les plateaux. Donc moi c'est à ça que je pense. Je dis pas que je dis que c'est sain, parce qu'à un moment donné, il faut que ça soit... voilà. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? J'en sais rien. Est-ce que c'est forcément de la transparence ou est-ce que c'est du buzz ? Moi, au niveau journalistique. Ah oui, là on parle de l'outil. Ah bah non, mais parce que vous parlez des plateaux, etc. La transparence, c'est un peu autre chose. C'est pas tellement. Transparence, c'est pas ce à quoi ils pensent, notamment quand ils parlent de transparence. Transparence, c'est que il faut qu'on sache tout de tout le monde, des gens qu'on élit, avec qui ils sont. On veut savoir combien tu gagnes, on veut savoir comment de quel côté du lit ils se mettent le soir. Enfin, c'est ça la transparence. L'idée, c'est on veut savoir. Mais on est vraiment, par exemple, totalement dans un moment très politiquement correct, puisque par exemple les gilets jaunes, j'ai encore jamais vu sur un plateau quelqu'un dire vraiment que les gilets jaunes, c'est absolument irrecevable la majorité de ce qu'ils disent. Tout le monde est là en train de dire ah oui c'est intéressant, il faut prendre ça en compte, etc. Il y a une sorte, c'est Bernard-Henri Lévy qui dit très justement, il y en a marre de cette géniflexion permanente devant les gilets jaunes, mais c'est le seul qui ose le dire. C'est vrai qu'on est ridicule. Alors, tout le monde est là, ah oui il faut écouter cette parole. Et non, pas forcément, mais tout le monde est là en disant écoutons-la. Bah non. Il y a un gilet jaune, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Emmanuel Macron était au milieu des gilets jaunes hier. Il y en a un qui a dit il faut dissolver. Oui. Dissolvons. Pardon. Anne-Charlène. On a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, et moi je crois que tout ce qu'on vit à l'heure actuelle de la transparence et de la radicalisation des discours est une conséquence de ces réseaux sociaux. Parce que je prends Twitter, on ne peut écrire que des punchlines, justement, des toutes petites phrases, et donc du coup le discours, le temps change. On a des réseaux d'information en continu, donc tout doit aller très vite et directement à une information essentielle, claire, arrêtée et tranchée. Donc moi je crois que c'est vraiment la démocratie de ces réseaux-là qu'on est en train de vivre, une démocratie de l'immédiateté, justement, où on est obligé d'aller au plus fort, au plus vite. Est-ce que c'est vraiment de la démocratie, franchement, ça va avec une démocratisation de ce discours. Oui, mais le grand n'importe quoi n'est pas forcément de la démocratie. Alors, est-ce que ça parvient toujours au grand n'importe quoi ? C'est pas forcément sûr, à mon avis, étant donné que parfois, c'est par les réseaux sociaux qu'on a pu réussir à créer des connexions. Je pense au printemps arabe aussi, c'est
comme ça un petit peu que la jeunesse s'exprimait dans certains moments. Donc ça ne produit pas que le pire. Néanmoins, moi, je crois essentiellement comme vous que malheureusement, quand on va directement vers quelque chose de contestataire, on provoque du coup forcément les uns contre les autres. Et moi, ça évoque chez moi ce rejet complet de la moralisation et de la transparence, parce que d'abord, je crois qu'on ne sait pas ce qu'on dit, parce que précisément les législateurs qui ont pris, je crois que c'est 13 lois en moins de 5 ans en matière de transparence et de moralisation de la vie publique ou politique, eh bien, ça prouve que de toute façon, la morale étant, si on reprend les philosophes, Kant, Hume, un sentiment naturel qui naît chez chacun, comment arriver à faire des lois universelles de moralisation et de transparence et comment arriver à en faire un dogme absolu. Donc moi, je crois que le véritable paradoxe qu'on rencontre, c'est qu'on veut qu'il y ait du bon et du mauvais, qu'on veut essayer de mettre des étiquettes, mais que néanmoins, elles sont toujours profondément personnelles. Donc ça revient à ouvrir l'accès à tout le monde pour dire quelle est sa morale, et du coup c'est là que ça peut ouvrir la porte au grand n'importe quoi. Mais sur le principe, moi je crois que libéraliser le discours c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais ça dépend après des opinions qu'on écoute. Voilà. Justement dans l'Obs, il y a une universitaire qui s'appelle Laure Murat, qui enseigne d'ailleurs aux États-Unis, qui défend le politiquement correct en disant mais après tout dire bonne fête au lieu de dire joyeux Noël comme, on va venir après au sujet d'après sur les catholiques, mais dit au fond c'est respecter des gens dont on connaît pas forcément la religion, ou ils ont une religion ou pas. C'est pas faux non plus. Moi, je sais que les vœux qu'on a pu faire au niveau professionnel, on a souhaité bonne fête. Moi, j'ai pas professionnellement. Vous avez honte de dire joyeux Noël? Non, mais c'est pas ça. C'est que je m'adresse. D'ailleurs, normalement, le joyeux Noël, c'est dans le cercle plus ou moins intime. Oui, familial. non. Ah bon, mais c'est dans les formules de politesse, c'est on pas vraiment joyeux. C'est que maintenant, on recommande de plus le dire. C'est assez récent. Enfin, je sais pas. De plus le dire. Parce qu'il y a très peu de temps dans les villages, dans les villes, les illuminations, c'était joyeux Noël. On souhaitait joyeux Noël. Personne n'avait honte. On n'était pas forcé d'être catholique intégriste pour fêter Noël. C'est-à-dire, cette espèce de honte permanente que les gens ont. Oh là là, horreur, va des rétro-satanas. Oh là, on voit une soutane, on voit un truc. Mais on est dans un truc ridicule. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pensais pas aussi excessif que ça. C'est qu'on est dans un mouvement de mondialisation et puis qu'on accueille tout type de personnes qui ont des convictions différentes. Et donc, faut s'adapter. Mais s'ils ont des convictions, mais qui s'adaptent. Je veux dire, en quoi? Mais comment ça, pourquoi eux, ils s'adaptent et nous, on s'adapterait pas? Parce qu'il se trouve qu'on est là, je veux dire. Voilà, oui, mais eux aussi, ils sont là. Eux aussi, ils sont là. Ils sont là depuis très longtemps. Mais je crois qu'on ne s'est pas particulièrement adapté, d'ailleurs, parce que le calendrier de nos jours fériés est plus ou moins calqué sur les fêtes chrétiennes. Ah bah oui, mais attendez quelques années. Souvenez-vous de Pierre Berger qui voulait tout débaptiser. Peut-être, mais en tout cas, on dit vacances de printemps, on dit plus Noël, on dit vacances de fin d'année. Au-delà du ridicule. Bientôt, non mais... Moustapha là-dessus. Non mais alors, enfin, je vois pas où est le problème. Moi, non, je comprends pas le problème. Moi, pendant des années, enfin de très tôt, j'ai dit joyeux Noël parce que c'est comme ça que autour de moi ça se passait. Les gens se souhaitaient un joyeux Noël. Je continue à dire joyeux Noël dans cette période-là, mais de la même façon, Mabarouk Ramadan. À un moment donné, si je m'adresse à un public, je sais que c'est le Ramadan. Enfin, à un moment donné, il faut faire simple, quoi. On sait tous dans la période du Ramadan que c'est des gens font le jeûne, on les croise, on leur dit tous bon Ramadan, sans savoir d'ailleurs s'ils le pratiquent réellement, mais on le dit parce que facialement ça passe bien. À la fin du Ramadan, c'est Mbarak Aïdek. Voilà, donc à un moment donné, je trouve qu'il faut faire beaucoup plus simple que ça. Hein. Faudra nous apprendre. Moi, j'aime bien le joyeux Noël. J'aime bien le dire dans cette période, quoi, parce qu'à Pâques, ça fait un peu décalé. Mais quand c'est dit au bon moment, j'ai presque envie de dire à la bonne personne. Alors c'est là où ça devient un peu plus compliqué, parce que si je dis joyeux Noël, il va me dire ouais, mais attends, moi je pratique pas. Mbarak Ramadan, c'est pas mon truc. Bon, faut faire simple, quoi. Ah, oui. Et puis, je trouve que c'est une manière aussi de les reconnaître tous, d'avoir une ouverture d'esprit. Donc le joyeux Noël, ça doit faire partie d'un propos très simple et très décontracté, au contraire. Pas de crispation là-dedans. Pas de crispation là-dessus. Pas de crispation. Mais justement, alors on va regarder un sujet. Il y a eu un évêque auxiliaire qui s'appelle, je crois, le père Bruno Valentin, qui était ordonné
ordonné. C'est l'ordination et ordonné. Hein. C'est un mot compliqué en français. C'est le dissolvant qui agit. Il a été dissolvé. Et alors, il a été nommé évêque auxiliaire de Versailles. Il s'appelle Bruno Valentin. Il est d'ailleurs évêque auxiliaire d'un évêque qui s'appelle Monseigneur Aumonier. C'est son nom. Bien nommé, oui. C'est son nom, d'accord. Alors, on va regarder la manifestation de son ordination. Et puis, je vais vous raconter après les commentaires qu'il y a eu après ce reportage. C'est un véritable bain de foule qui attendait Bruno Valentin. Plus de 2500 personnes ont assisté à son ordination en la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Quelques jours avant de fêter son 47e anniversaire, l'ancien curé de Montigny, Voisins-le-Bretonneux, devient officiellement évêque auxiliaire de Versailles. Ça a été un grand moment de joie cet après-midi pour les catholiques des Yvelines, mais pas seulement. Il y avait aussi des représentants des musulmans, des juifs, il y avait des élus qui étaient là et on a vraiment partagé la même joie. C'était un moment d'enthousiasme et c'est ça d'abord le souvenir que j'en garderai. Dans un contexte sensible pour l'Église catholique, Bruno Valentin aura la charge d'épauler l'évêque de Versailles, Monseigneur Aumonier, dans l'administration du diocèse, un territoire qui s'étend sur l'ensemble des Yvelines. Il est le seul à occuper cette fonction d'évêque auxiliaire en Île-de-France. Il y a beaucoup à faire. Je vais continuer avec lui et avec plus d'enthousiasme encore et comme si j'avais plus d'énergie. Dans le public, des curés et fidèles que Bruno Valentin a côtoyés lors de ses passages à Trappes, Chatou ou encore Montigny-Voisins. C'est une joie pour le diocèse. Ça va être un nouvel élan pour le diocèse. Et c'est une joie qu'on partage avec tous. Oui. C'est une très belle cérémonie, très brillante. Et vraiment entouré de tous les prêtres du diocèse, c'est une cérémonie superbe et là on est heureux d'être chrétien. La communauté chrétienne de Trappes était très représentée aujourd'hui pendant cette messe d'ordination. Voilà, on ne l'a pas oublié. Il saura rester à l'écoute de chacun et très simple dans ses rapports. Monseigneur Bruno Valentin va rencontrer prochainement la personne à l'origine de sa nomination, le pape François, à Rome. Voilà, donc Monseigneur Bruno Valentin, nommé évêque auxiliaire, alors ça a provoqué des tas de réactions. Alors il y a des réactions notamment qui ont critiqué je cite, cette cérémonie qui piétine la laïcité. Ils auraient été musulmans ou juifs, le scandale aurait été grand. Il est temps de remettre l'Église à sa place, c'est-à-dire en dehors de la République. Et donc c'est une des réactions, vous les voyez là. Il y en a une autre qui répond, pas du tout. Il est temps de réaffirmer que la France a des racines chrétiennes et c'est très bien, qu'il y ait des cérémonies comme ça et que ces cérémonies soient publiques. C'est étonnant ou pas ce genre de réaction ? Oui, c'est curieux. Enfin, c'est très gilet jaune, j'allais dire, parce que assez curieux. Quel est le rapport avec la République ? Enfin, je veux dire, c'est dans une cathédrale. Enfin, ce commentaire est juste débile. Enfin, pourquoi elle parle de la République ? Enfin, on ne comprend même pas. En tout cas, moi, je ne comprends pas. Quel est le rapport avec la République par rapport aux commentaires ? Enfin, c'est un commentaire. Non, mais c'est étonnant quand même que ça suscite un débat encore, là aussi, qui est pas très modéré, si je peux dire. Il y a une crispation autour du phénomène religieux depuis, ces 10 dernières années, si on est généreux, 5 en particulier, même avec, une bonne dizaine, avec la jurisprudence qu'on pratique, nous, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de contentieux sur, on a eu les crèches dans les mairies, le burkini, la statue du pape Jean-Paul II, il y a eu un contentieux de masse, il y a beaucoup de questionnements sur la place que doit avoir la manifestation des religion, pas uniquement de la religion catholique, dans la République justement. Donc, à la fois c'est étonnant et voilà. La personne qui a fait ce commentaire commente également quand, par exemple, la maire de Paris, Anne Hidalgo, ne souhaite jamais joyeux Noël, mais souhaite toujours un joyeux Ramadan. Fait une fête pour le Ramadan, reçoit les musulmans, et c'est très bien. Je suis tout à fait pour à la mairie de Paris, mais en fait Noël on ne le fête jamais. Donc il n'y a jamais un mot de la mairie de Paris pour ce joyeux Noël, mais en revanche, on fête le Ramadan. Et pourquoi ? C'est pas le porte-parole de la personne qui a c'est curieux, quoi. Donc, mais c'est vrai que cette crispation... Non, mais il y a une crispation. Il y a une crispation. Moi, encore une fois,
on parle de crispation sur un commentaire. Donc il y a eu quelques commentaires. Il se trouve qu'on a un outil. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. C'était étonnant que sur un sujet comme ça qui aurait pu passer anodin, qui raconte juste l'ordination d'un évêque, et c'est un petit événement quand même. Et tout de suite, il y a des... Et je crois que les réactions, là, on en a quelques-unes, mais elles sont plus nombreuses que ça. Je continue. C'est que on a parlé de Facebook tout à l'heure, de la communautarisation. C'est vrai que c'est jamais qu'un outil. Et il se trouve que cet outil-là n'existait pas il y a quelques années. C'est juste que dans les foyers, les gens parlaient déjà comme ça. Donc aujourd'hui, ça s'affiche sur des écrans, ça s'affiche partout parce qu'on a moyen de communiquer sa pensée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a besoin de connaître la pensée des uns et des autres. C'est cette fameuse transparence. Et le fait d'avoir ça sur nos écrans et de pouvoir le lire, on a l'impression qu'il y a une crispation. Ben non, c'est des gens qui pensent comme ça. On a toujours pensé comme ça. Et moi, ça me choque pas. On le gardait pour soi. On le gardait pour soi. Je ne sais plus qui disait ça, mais avant, c'était des propos de bistrot, ça restait au niveau du comptoir, et maintenant, ça devient planétaire. Et de là à dire qu'il y a une crispation, c'est comme si c'était nouveau. Et du coup, on rentre dans quelque chose qui est plus anxiogène, puisque on cristallise sur des propos comme ça. En fait, les propos ont toujours existé. Donc, il y a des gens qui considèrent que la laïcité doit prendre encore plus de place. Il y a des gens qui pensent que la religion, au contraire, doit en prendre autant. Voilà, ce débat, il est malheureusement pas tranché. Mais voilà, moi je suis pas choqué par ce que je viens de voir. Ça s'est passé à l'intérieur d'une église. Il y a eu une cérémonie, comme il peut y avoir dans les temples de la franc-maçonnerie. À un moment donné, il y a des rituels qui se pratiquent dans la franc-maçonnerie, dans les religieux, dans les facultés, quand on ordonne éventuellement un avocat. En effet, voilà, il y a donc des rites, il y a des codes, mais voilà, il y a pas à s'en offusquer. À un moment donné, c'est quand ça empiète. Oui, effectivement, si la laïcité était bafouée, c'est un vrai sujet. Une seconde, Florence Mercadet. C'est vrai que la crispation sur les religions, on la vit aussi dans les entreprises. Il y a aussi, non, Oui, mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, c'est-à-dire que... Mais c'est un peu la même chose que ça, hein, et de tout ce que l'on parle, de tout ce dont on parle, mais... On ne parlera que du problème qui est arrivé dans une entreprise. Moi, au niveau des entreprises que je gère, et je dois gérer 150 entreprises différentes, il n'y a aucune difficulté sur le sujet. Il n'y a pas de problème. Donc il y a eu des débats quand même. Oui, il y a des débats, mais sur certaines entreprises. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un employé qui est plutôt... Les choses sont hyper claires. Enfin, je veux dire, la jurisprudence, elle est claire, les choses sont apaisées. Il n'y a pas de jurisprudence. La jurisprudence nous dit, notamment sur les problématiques du port du voile, parce que ça a été ça la difficulté. La jurisprudence nous dit qu'on a le droit, dans un règlement intérieur, de préciser qu'il sera interdit de porter soit le voile ou des signes extérieurs dès lors que ça peut soit provoquer un problème en clientèle, dès lors qu'on a des démarches commerciales et qu'on est en approche clientèle, ou si ça pose des problèmes en matière d'hygiène et de sécurité. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre un sikh qui refuse de mettre son casque parce qu'il a son turban, ça pose un problème d'hygiène et de sécurité en matière de construction, sur la moto, oui. Mais en matière de construction, voilà. Mais il y a eu les problèmes qui ont été peut-être les plus sensibles, ce sont des hommes qui refusent de serrer la main de femmes. Ça a été peut-être les plus gros problèmes. Mais finalement, ça s'est toujours sorti par le haut parce qu'il y a toujours eu des médiations, il y a eu des services RH qui ont été intelligents en essayant de mettre les gens autour de la table, de faire comprendre. Et c'est plus de l'éducation, des problèmes. Et ça, on s'en sort. Quelqu'un qui refuse de serrer la main d'une femme parce que c'est une femme, eh ben on est sur des problématiques de discrimination homme-femme. Donc on s'en sort par ce point-là et on est outillé sur le plan légal. Et donc là, c'est la même chose. On va avoir des gens, peut-être, je sais pas, il y a peut-être 100 personnes qui vont réagir, mais bon, c'est 100 personnes qui auraient pu, autour d'un comptoir de bar, le dire. Et quand on le voit, on se dit, mais ça limite, je suis désolée, mais c'est facho de dire des choses comme ça, quoi. Je veux dire, ça montre une étroitesse d'esprit. Et quand je disais tout à l'heure, je trouve que c'est du grand n'importe quoi et c'est pas très démocratique. Bah oui, je trouve que c'est pas très démocratique, quoi. Dire, ça prouve une absence d'ouverture d'esprit sur quelque chose qui est complètement banal, quoi. Il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Je pense que c'est à peu près. Je rejoins un peu les deux points de vue, c'est-à-dire que cette extériorisation d'un discours qui auparavant se passait dans un cénacle privé a forcé finalement à une juridicisation
cristallisation des positions, c'est-à-dire qu'on a au moins un législateur qui est intervenu, des juges qui ont clarifié les choses. Et c'est vrai qu'en droit public, on retrouve à peu près la même notion d'équilibre, c'est-à-dire le fait de pouvoir manifester sa religion, qui est une liberté constitutionnelle, tout en respectant la neutralité de l'État, c'est-à-dire que l'État n'est pas censé subventionner ou aider aucun culte. Donc c'est dans cette fameuse posture de neutralité de l'État qu'on rencontre pas mal de problèmes. Mais bon, encore une fois, comme tu le dis, la jurisprudence a, là aussi en droit public, réussi à trouver un terrain d'entente, notamment sur les crèches, en parlant de la tradition, en essayant de retirer certains signes comme la croix pour l'ostentation, qui est encore là aussi une notion assez difficile à définir. Mais ce que je crois, c'est que, comme tu le disais à propos du grand n'importe quoi, c'est que cette cristallisation, cette extériorisation du discours, elle a eu tendance un petit peu à crisper les positions, et que même si, en termes juridiques, en termes de droit, on a réussi à trouver des voies d'apaisement, il reste que, comme tout le monde se sent maintenant autorisé un petit peu à donner son avis sur cette question, on a tendance, là encore, comme on le disait tout à l'heure, à opposer les pros et les contras, quoi. Donc ça restera un débat éternel. C'est intéressant d'avoir l'avis de gens qui réfléchissent et qui nous apportent quelque chose. Oui. Moi, l'avis de Tartampion, là, je m'ai complètement égaré. Alors, attends, je veux juste donner un exemple peut-être plus parlant que celui-ci. Dans ma commune, l'église a fermé parce qu'il y avait besoin de faire des travaux. Et le maire a affecté une salle communale pour que la messe se tienne. Alors là, je vous dis pas, effectivement, il y a eu des tas de protestations disant c'est une salle communale de la mairie, donc ça doit être laïque, et donc il n'y a aucune raison de l'affecter à l'église catholique pour qu'il y ait une messe. Et là, ça a fait énormément de débats dans la commune, et finalement, c'est resté. Mais c'est plus intéressant. La messe est lieu ? Oui. La messe est dite. La messe est dite. Je ne vais pas la faire. Justement, puisqu'on parle d'opinion, c'est ce à quoi tend le grand débat qui est organisé un peu partout en France, qui commence à prendre forme d'ailleurs. C'est intéressant ça, parce que justement, il y a un sociologue qui s'appelle Bruno Latour, qui a fait un papier dans Le Monde qui était intéressant. Il disait, mais au fond, les opinions des uns et des autres, les nôtres comme ces autres, n'ont aucun intérêt. Et on sait très bien à quoi va aboutir ce grand débat, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne, enfin tout ça, la proportionnelle, enfin on sait à peu près en gros à quoi ça va aboutir. Mais il disait, et alors il est revenu sur ce qui s'est passé pendant la Révolution. Il racontait que ce qu'on avait recensé, c'était pas des opinions, c'était la réalité des situations que vivaient les gens. Et il dit, ce serait plus intéressant, au fond, d'avoir une réalité de ce que vivent les gens, et que ce que vivent les gens qui sont à 20 kilomètres dans le sud, c'est pas forcément d'une grande ville, c'est pas forcément la même que dans le nord, etc. Il faudrait être très précis, et que ça serait plus intéressant d'avoir ça que les opinions des uns et des autres. Alors, absolument, ça c'est une évidence. L'état des lieux est beaucoup plus intéressant que les propositions farfelues pour régler les problèmes. Farfelues ou pas d'ailleurs, après, je veux dire, ça n'a aucun sens. On voit à peu près ce à quoi ça va aboutir. Les gens donnent l'état de leur situation à l'occasion des grands débats. Aussi. Peut-être, oui. Je pense que c'est assez intéressant, et la confrontation d'Emmanuel Macron avec les participants est vraiment intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est très intéressant. Ça participe encore une fois, le grand débat, ça participe encore du grand déballage dont on parlait tout à l'heure, qui se fait sur les réseaux sociaux et qui se fait partout. Donc ça fait partie de cette nouvelle génération où on a besoin de s'exprimer, donc qui s'exprime. En ce qui me concerne, c'est pas pareil que sur les réseaux sociaux. Patrice a raison. Et ce Latour qui dit, mais vraiment, c'est l'état des lieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'un type nous raconte sa vie. C'est pas qu'il nous dise qu'il faudrait baisser la TVA sur les blue jeans. On s'en fout de cette idée. Mais il y a eu sous la Révolution qu'il a regardé. C'est contrairement à ce que tout le monde pense que c'est des plaintes qui sont remontées jusqu'au pouvoir central. Non, c'était plutôt des descriptions de situation. En tous les cas, pour ceux qui s'expriment, c'est pas l'état des lieux, parce qu'ils connaissent leur état des lieux, ils connaissent leur situation, ils l'expriment. Donc c'est bien de l'entendre, mais c'est les solutions qui demandent, voire qui proposent. Alors c'est maladroit parce qu'ils vont proposer des solutions, mais effectivement ils n'ont pas toutes les cartes, parce qu'à un moment donné c'est quand même. Quelle est votre solution sur la transition écologique, par exemple? Moi, ce que je pense, c'est que les problèmes qu'on a à résoudre, ils sont extrêmement complexes. Alors, moi, je veux bien dire, voilà, il ne faut pas augmenter le prix de l'essence, mais enfin, c'est pas, ou il faut l'augmenter, etc., mais c'est pas une solution. C'est très bien que les solutions du monde
à venir, elles sont extrêmement compliquées. Là, je pense que ce qui est intéressant, c'est que, en dehors du fait que peut-être chacun va apporter sa petite solution, dont ça nous est égal, mais chacun va pouvoir dire, justement, sur ce problème de transition écologique, les problèmes de mobilité qu'ils peuvent avoir. Ça, c'est le plus intéressant. Mais ça, je pense que ça va exister dans ce débat. Enfin, j'en suis à peu près sûre. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse un petit point historique, justement, sur ce qu'étaient les cahiers de doléances. Je suis pas sûre d'avoir lu Bruno Latour comme vous. Oui, mais je promets d'être très court. C'est mon moment de cours magistral. En 12 minutes, ça sera large. Simplement rappeler que les cahiers de doléances étaient aussi rédigés à l'intention des députés du tiers État, en fait. Et donc, je crois que, d'ailleurs, même dans la confrontation entre Macron et les maires de France, il y a vraiment un échelon qu'on oublie, qui sont les députés, qui sont normalement censés faire le lien, d'ailleurs, avec l'échelon local. Et c'est vrai que les cahiers de doléances de 1789 et même un peu avant étaient presque des ordres un petit peu qu'on donnait à son député en disant voilà, dans telle situation, j'ai constaté que, et on faisait une forme de, j'ai envie de dire, de melting pot avec tout ce qu'on avait dans les cahiers de doléances pour finalement défendre ensuite la position du tiers sur une question. Donc, ici, on a des cahiers de doléances qui sont déconnectés de toute finalité. Et je crois que c'est vraiment ça le problème, c'est que on écoute tout le monde sans savoir vraiment à qui ça sera adressé et pour en faire quoi. Et c'est peut-être ça le problème, parce qu'au départ, les cahiers de doléances, alors, tu dis beaucoup qu'a priori, on écoute un petit peu tout le monde n'importe comment et que ce mouvement a pas forcément toujours de sens. C'est possible, mais il y a une France qui va mal. C'est ce que notamment les maires de France ont essayé de faire remonter auprès d'Emmanuel Macron. Et ouvrir ces cahiers de doléances, c'est aussi entendre grief par grief, la souffrance de certains pour essayer d'en faire quelque chose. Mais, à mon sens, pour que ça donne quelque chose d'aussi utile que les cahiers de doléances de l'époque, il faudrait qu'on ait un véritable destinataire de ces cahiers avec une synthèse. Alors, le destinataire des Gilets jaunes, c'est Emmanuel Macron. Officiellement, c'est d'abord un comité. Et ensuite, mais pour moi, c'est beaucoup de filtrage quand même. Ça veut dire qu'il y a un comité qui va faire des synthèses qui vont être faites par la synthèse. Et au final, on en arrive au projet, comme vous l'avez dit Patrice, au projet qu'on va retrouver comme étant le projet de réforme institutionnelle que voulait Emmanuel Macron il y a déjà un an. Donc, quelle finalité va-t-on donner à tout cela? Non, mais je suis d'accord avec toi sur le process. Mais psychologiquement, les gens font un grand débat pour s'adresser à Emmanuel Macron directement, puisque alors après, parce que le principe de tous ces gilets jaunes, c'est il y a plus de syndicats, il y a plus de partis, il y a plus de députés. Nous, c'est la rue directe au président. Donc, mais ça n'est pas lui qui les entendra. Bah si, pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Si, c'est ce qu'il fait. Il n'arrête pas là. Non, mais sur les cahiers de doléances. Non, mais il est dans les réunions et c'est ça que les gens attendent. Là, il est venu jeudi soir, il est venu de manière impromptue. Enfin, ça n'avait pas été annoncé dans une réunion. Après avoir été avec les maires, et après, je crois que c'est Laurent Wauquiez qui l'avait vu jeudi à midi, qui a dit voir les maires, ça ne sert à rien, c'est de la population qu'il faudrait aller voir, et il n'y ira jamais. Eh ben, il y était le soir même. Ce qui fait que Wauquiez a encore dit un truc. C'est un très joli coup joué par Macron, parce que l'autre, c'est comme Whirlpool. C'est comme Whirlpool. Alors moi, est-ce que je peux poser une question à Moustapha? Pourquoi, Moustapha, pourquoi il n'y a pas de gilets jaunes dans les banlieues et pourquoi il n'y a quasiment pas de débat de gilets jaunes? De jeunes dans les débats non plus. Et pourquoi il n'y a pas pourquoi il n'y a pas de débat dans les très peu de débats dans les banlieues? D'ailleurs, j'ai l'impression. Mais oui, mais pourquoi? Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, d'où le fait que j'ai appelé, moi, aux gilets jeunes, parce que ça va être important. À un moment donné, on parle beaucoup. Couleurs, alors, pour le coup, toutes les couleurs, parce que sur les terrains de foot, ils sont tous avec des gilets. Ça va faire un peu gay pride. Des gilets de couleurs différentes, ça s'appelle tout simplement des chasubles. Bon, on en a besoin dans le sport. Et je pense qu'il faut qu'on a oublié, à mon avis, cette jeunesse, parce que c'est quand même là où on doit surtout investir. Moi, j'entends plein de gens qui se plaignent de leur situation personnelle, et ça, je peux l'entendre et je peux le comprendre. Simplement, on parle beaucoup, il faudra compter. C'est la raison pour laquelle je dis comptons, mais pensons aux gilets jeunes. Mais elle me posait une question. Pourquoi les banlieues ne sont pas concernées, au fond? Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, pour le coup, mais moi, ce que je crois, mais avant de répondre à ça, pour moi, il y a un péché originel chez Macron, c'est que j'ai longtemps parlé de l'UMPS autour de cette table, pour en avoir parlé souvent, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on pouvait se regrouper et pouvoir travailler, qu'on soit de droite et gauche.
il l'a fait, mais il l'a conceptualisé et il l'a fait peser que sur sa personne. Une autre personne serait là aujourd'hui, dirait on a laminé les corps intermédiaires. Ben, c'est vrai, à un moment donné, ça tient que sur sa personne. Et aujourd'hui, ben, c'est lui qu'on vise. Mais il y a derrière tout ça, il y a quand même péché originel. Mais pour répondre à ta question, Florence, en tous les cas, moi, je vais oser. C'est peut-être que dans les banlieues, finalement, on se rend compte qu'il y a peut-être un risque, finalement, à écouter ce qui se passe. C'est que on a le sentiment. Moi, quand j'entends, on n'en a pas pour notre argent. On n'en a pas on travaille et on n'en a pas pour notre argent. Ça me laisse à penser que le consentement à l'impôt, le consentement aux taxes, le consentement au prélèvement est en train de s'effriter. Et si ce consentement s'effrite, c'est qu'on est en train de s'effriter aussi sur d'autres valeurs qui est celle de la redistribution et en même temps de la solidarité. Donc ça me donne le sentiment que ceux qui travaillent se disent « j'en ai pas pour mon argent », au passage j'ai envie de dire « tant mieux », parce que si on en avait pour son argent, ça veut dire qu'on serait au chômage, invalide, puisqu'on irait chercher l'argent que l'on verse pour soi. Donc si on n'en a pas pour son argent, c'est que par définition, vous n'êtes ni invalide, ni chômeur, ni précaire, puisque ça va à ces gens-là. Donc la moitié du salaire va à tous ces... Donc ce que vous pensez en gros, c'est que les banlieues craignent que du coup la solidarité ne se joue plus. Je me demande à quel point, dans les banlieues, il n'y a pas cette idée selon laquelle ça fonctionne. Il y a beaucoup à faire encore, il y a beaucoup à progresser, mais ça fonctionne pas trop mal quand même. Et quand j'entends ce pays va mal, c'est vrai que quand on se regarde, j'en oublie la formule, mais quand on se compare, on se console. C'est vrai qu'en France, on peut parler de difficultés de beaucoup de gens. C'est juste que la solution, moi, je l'ai pas. Je sais simplement qu'on ira pour avoir d'autres équilibres, il y aura des déséquilibres, et je pense qu'on est dans cette période de déséquilibre avant de trouver d'autres équilibres, mais d'équilibre en équilibre, on est en train d'augmenter à la fois les solidarités et les redistributions, mais la solution globalement, je ne l'ai pas. Mais ta question, c'est plus à ça que je pense, c'est-à-dire, il y en a qui sont quand même beaucoup plus conscients que d'autres, parce que peut-être qu'ils les perçoivent pour les recevoir, et d'autres qui les financent et qui les payent. Et donc on arrive à ces deux Frances maintenant, de ceux qui casquent et ceux qui les reçoivent, et c'est, voilà, peut-être que c'est un début d'explication, mais il y a quand même derrière tout ça, il y a quand même une demande de renouvellement, dans quel sens on verra, de la démocratie. En fait, il y a ça, non? On va réinventer les choses. Vous avez un président qui était jupitérien jusqu'à présent, et maintenant qu'il n'est plus du tout, qui est au contact avec le peuple, qui devient presque un président normal. C'est vrai qu'il y a des contradictions dans ce qu'on demande au président de la République, mais c'est un peu ça, ce qui se passe, non? Il a essayé d'être jupitérien, il se rend compte que c'est compliqué, il redescend, moi, je pense surtout qu'on est en train de réinventer l'eau chaude, et tant mieux, parce que si ça fait, si c'est un exercice qui permet d'expliquer ce qu'est la démocratie, parce que probablement que peut-être qu'est-ce que c'est une démocratie à l'ère du numérique, c'est quand même une réflexion importante, quoi. C'est d'avoir une opinion et de respecter celle de l'autre. À un moment donné, moi j'entends des gens qui bafouent ça, c'est-à-dire que il y a une élection, on peut en parler pendant des heures, on peut imaginer qu'il soit pas légitime du fait qu'il ait eu que 25% de la population, comme Trump n'a pas eu la majorité des gens mais des grands électeurs, on peut en débattre, mais à un moment donné, il y a une règle du jeu, elle s'applique à tout le monde, le spectre politique existe dans ce pays à tous les niveaux, il y a les anticapitalistes, il y a les libéraux, on a toute la panoplie représentative, c'est le vote qui doit trancher. Donc si demain Besancenot faisait 56%, j'irais pas, moi, mettre un gilet rouge pour dire il n'est pas légitime parce qu'il est en train de taper le capital. Donc, il est élu, on le laisse pendant 5 ans, on voit ce que ça donne, on se retrouve au bout de 5 ans. Ça, c'est la raison, vous savez, la raison, elle n'est pas forcément la mieux partagée. Mais il en faut un peu. Il y a une question qui est assez intéressante dans les questions institutionnelles qui sont justement posées dans le grand débat, c'est notamment quelles sont les solutions que vous préconisez? Alors là aussi, on va avoir beaucoup d'opinions. Quelles sont les solutions que vous préconisez pour que le politique se reconnecte avec la vie citoyenne? Et je crois que c'est vraiment la question. Qu'est-ce qu'on va trouver pour arriver? Alors, il y a le président qui maintenant vient rencontrer les maires de France. Il y a le référendum. Quelles sont ces solutions? C'est tous ceux qui n'en font pas qui se posent la question. Que va-t-on trouver? Assez rapidement, peut-être le chiffre de la semaine. C'est 14%. 14%, c'est ce que donnent les sondages à
une liste jaune, s'il y avait une liste gilet jaune, pardon, s'il y avait une liste gilet jaune qui se présentait, évidemment, ça fait 2 grandes victimes, une grande victime notamment, c'est la liste du Rassemblement national. Oui, ça fait 3 victimes. En fait, je pense que ça fait le Rassemblement national, et Mélenchon aussi, Dupont-Aignan et Mélenchon. Donc, ouais. je pense que là, Macron, tout jupitérien, de se frotter les mains en disant mais c'est merveilleux qu'il la fasse cette liste. Voilà. D'où les soupçons que ça soit des listes téléguidées par. Après, politiquement et intellectuellement, on peut c'est une nouvelle assez déprimante parce qu'on imagine le niveau du programme électoral de ces gens-là. Et puis, de toute façon, elle va se faire couper la tête. Parce qu'il y a déjà la moitié des gilets jaunes qui lui exigent qu'elle retire son gilet jaune et qu'elle n'aurait pas le droit de présenter une liste avec le nom gilet jaune. Donc, attendons. Quand même que Florian Philippot a eu l'intelligence ou la finesse ou le côté malin d'aller déposer le nom les gilets jaunes. Donc, si c'est lui qui s'estime légitime pour représenter ce mouvement, là aussi la question se pose, à mon avis. En même temps, on peut faire confiance aux gilets jaunes pour s'asseoir sur toute l'égalité et pour dire Philippot peut toujours avoir déposé ce qu'il veut. On s'appellera comme on veut. De toute façon, il a dit qu'il avait déposé, mais qu'il ne le garderait pas pour lui. C'est juste en un mot, puisqu'il ne reste plus qu'une minute, le débat, une ministre qui participe ou qui co-anime. C'est ça qui est choquant. Un débat avec Cyril Hanouna, ça vous choque, ça vous... Oui. C'est très bien. Je veux dire, attendons de voir. C'est une querelle de mots. On dit qu'elle. C'est vendredi soir. On verra si ça se trouve. Elle co-anime pas. Elle est l'invité. Quand Tapi le faisait, personne n'a râlé. Quand Jospin poussait la chansonnette, personne n'a râlé. Giscard jouait de l'accordéon. Mais voilà. Donc c'est cohérent. Ça va avec tout le reste. Non, ça va absolument avec tout le reste. Franchement, ça me choque pas. Arrêtons et arrêtez de mépriser Hanouna. Moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Le sujet n'est pas Hanouna. Le sujet, c'est que quand on est ministre, est-ce qu'un ministre peut co-animer une émission, qu'il soit invité à une émission? Il n'y a aucun problème. Une demi-seconde. Est-ce que vous seriez énervé comme ça si Marlène Schiappa avait dit je vais co-animer la grande librairie avec François Bunel? Oui, pareil. Mais franchement, tout le monde aurait dit c'est merveilleux, la culture, enfin, c'est intéressant. Il y a un autre problème, mais on n'a plus le temps de l'aborder. Et on voit, là, c'est Emmanuel Macron qui prend la parole, c'est Mme Schiappa. Est-ce que c'est la parole des gens qui sont au pouvoir qu'on attend, ou est-ce que c'est la parole des gens qui sont en bas, justement la France d'en bas qu'on attend? C'est ça la vraie question. La France d'en bas, ça je vous rassure. Ils retournent un exercice qu'ils savent faire, parce qu'En Marche, c'est précisément ce qu'ils ont fait pendant leur campagne. Donc ils reprennent la main. C'est fini. Merci infiniment à tous les 4 et puis à très vite pour un nouveau PAF.